Chers amis du PP, oui le PP c'est le potager du paresseux, c'est un peu long alors on va l'appeler le PP. Chers amis du PP, donc vous êtes nombreux à vous être étonnés de mes silences ou disons du peu de production de vidéos ces derniers temps. Alors je pourrais avancer une excuse absolument remarquable. J'ai eu évidemment une panne technique de mon outil principal, le Transat. Cette toile de jute est arrivée en fin de vie. Un jour, j'ai écrit quelque part que toute matière organique a vocation à se décomposer. C'est évidemment vrai pour une fibre naturelle comme le jute. Et donc, voilà, arriva ce qui devait arriver. Mais ce serait une très mauvaise excuse. Et contrairement à certaines personnes très célèbres qui font de l'usage de la vérité, qui font de la vérité un usage très particulier, je vais être très franc avec vous, j'ai été complètement débordé par ce qui a suivi la sortie de mon livre, à tel point que le potager lui-même en a souffert. J'ai enchaîné conférences, opérations de dédicaces, accueil de groupes de visiteurs, certains week-ends, parfois 4 ou 5 événements le même week-end, vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Et je suis sorti de là relativement essoré. Et le peu de temps qui me restait, je l'ai consacré évidemment à cultiver mes légumes. Bon, donc j'ai vu mon cardiologue là il y a un peu plus d'une semaine. Je lui ai parlé de ce problème. Il n'y voit pas d'inconvénient. Il me dit que le stress positif, c'est tout à fait favorable. Il faut juste que je gère ma fatigue. Voilà, je gère, docteur, je gère, enfin bon, comme je peux. Alors, avant de commencer la visite, je voudrais profiter de cette magnifique allée qui conduit au potager du paresseux derrière moi. Ici, sur votre droite, avec cette ondulation de bourrache en pleine fleur et en pleine effervescence là, de butineurs, d'abeilles, de bourdons et de tout ça. Et ici, sur votre gauche, un peu de bourrache et surtout du chèvrefeuille. Chèvrefeuille qui est une de mes plantes martyres. Même si cette année il n'y en a pas eu, souvent sur les premières pousses, très tôt au printemps, il y a des pucerons et je l'utilise comme façon d'élever des pucerons pour ensuite attirer les auxiliaires qui s'occupent des pucerons, en particulier donc les coccinelles, les cirfes et compagnie. Donc profitez de cette allée pour remercier une des personnes qui m'a laissé un commentaire extrêmement pertinent. Alors pour ne pas abîmer son auguste pensée, je me le suis noté. Alors Didier l'ingénieur, il doit être beau ton foin avec toute l'eau qui est tombée, avec le retour des chaleurs, ça va fermenter dur. Alors cette personne est un agronome, enfin sûrement un agronome très pertinent, puisque effectivement, ce que vous voyez là se trouve sous une épaisse couche de foin. Les bourraches ont été préparées en petits plants, ont été plantés là-dedans, et effectivement, donc, je n'aurais pas dit fermenté, mais ce foin, donc après la période d'humidité que nous avons connue, est en train de se minéraliser, c'est-à-dire d'être décomposé par les organismes vivants du sol, et donc de nourrir mes plantes qui sont donc magnifiques, sans aucun traitement, sans aucun travail du sol, sans aucun apport de quelque nature que ce soit, simplement nourries par la minéralisation du foin. Donc effectivement, le mot fermenté n'était pas tout à fait exact. Il aurait mieux valu parler de minéralisation, mais c'est une toute petite erreur minime, hein. La personne avait bien perçu que ce système, cette façon de faire, est extrêmement
performante. Heureusement que j'ai l'une ou l'autre personne qui comprennent mieux que d'autres ma façon de faire, sinon je crois que je m'ennuierais. Alors, à mon habitude, on va commencer par le haut, donc juste après l'arrivée. Les framboisiers, donc, qui sont entrés en production il y a une dizaine de jours, sur les vieilles perches qu'on ne voit presque plus. Hein, ce sont celles-là qui sont maintenant en train de se dessécher. Production plutôt décevante, soyons francs, même si on a rempli un certain nombre de ces petits pots que j'utilise pour la cueillette, mais plutôt décevante. Ces perches ont été en dessous de leur taille habituelle et un certain nombre ont desséché. Alors ceci est sans doute, hein, puisqu'en agronomie on ne sait jamais vraiment, en lien avec le fait que cet hiver, j'étais trop le nez dans mon manuscrit et pas assez dans mon potager. Et donc, il n'y a pas eu cette année de recharge de BRF. Il y a juste eu un peu de feuilles de noyer donc, que le voisin a récolté et m'a filé, que j'ai déversé là-dessous, pensant par la suite rajouter du BRF, ce que je n'ai pas fait. Donc, matériaux pauvres, voire matériaux légèrement toxiques, s'agissant, enfin toxiques, dépressifs, on va dire, s'agissant du noyer européen, et donc un effet négatif sans doute, mais tout est maintenant en train de rentrer dans l'ordre avec ces pousses que vous voyez et qui ont déjà leurs premières fleurs et donc qui vont assez rapidement entrer en production. Donc pas péril à la demeure, simplement quelque chose qui n'est pas génial, qui n'est pas super réussi. Alors ici, entre les framboises et la serre, une parcelle qui était un peu retournée en friche pour ceux qui suivent l'ensemble des vidéos et où j'avais parlé de l'intérêt de laisser les mauvaises herbes, donc que j'appelle adventices, se développer pour poursuivre la photosynthèse, enrichir le sol et produire de la biomasse. Donc j'ai quand même dû faire un tout petit peu de nettoyage, arracher quelques rhizomes d'ortie à la sortie de l'hiver, ainsi que quelques rumex, hein, oseilles sauvages, que le foin n'aurait pas du tout étouffé. Et puis j'ai déroulé le foin et planté en différentes vagues. Vous avez ici au début des plants achetés, hein, qui sont donc un peu plus grands. Le brocoli ici est entré en production. Le chou rouge commence à se paumer. Et puis ensuite, derrière et sur la droite, les plants que j'ai produits moi-même avec donc du retard dans le châssis dans la mesure où je ne chauffe pas. Quelques manquants, mais pas trop. Là, il y en a un que j'ai dû remplacer. Devant, il y a un céleri qui manque. Tantôt dégâts donc, liés aux limaces sur lesquels je vais revenir, et tantôt dégâts liés aux râteaux-pieds qui ont rongé par exemple un pied par en dessous. Donc après les choux ici, des céleris raves, là aussi des plants achetés derrière ce coup-ci et devant ceux que j'ai produits moi-même. Ensuite une rangée d'oignons que j'ai repiqués, donc produits moi-même en terrine et repiqués alors qu'ils étaient tout rikiki, tout simplement. On le verra aussi parce que dans les terreaux que j'ai utilisés, terreaux du commerce, ils sont d'une pauvreté affligeante et cela ne progressait plus et donc j'ai préféré mettre en terre, ma terre étant beaucoup plus fertile. Ensuite, différentes sortes de choux, un melting pot de choux, on va dire, hein, chou-fleur sans doute, chou rouge, et puis autre chose. Je n'ai pas gardé les étiquettes. Ensuite, une rangée de poireaux, elle aussi, repiquée parce que ça n'avançait plus dans la terrine. Et enfin, de nouveau, d'autres sortes de choux. Tout ça dans un joyeux mélange parce que comme je viens de l'évoquer, ça s'est souvent fait à l'arrache et par conséquent, les étiquettes et l'étiquetage, c'est un peu perdu.
Tout petit peu de nettoyage à faire, quelques repousses d'oseille, hein, donc sauvage, de rumex. Les pieds étaient montés en graines et ça s'est ressemé. Donc là, je vais les arracher très vite parce qu'après les racines s'installent et sont extrêmement puissantes. On va en choper un pour voir ça. Hop. Hop, elle a cassé, donc vous n'allez rien voir du tout. Est-ce que je vais en trouver un autre? Oui, ici. Est-ce que celui-là, je vais l'avoir? Voilà. Donc vous voyez ce petit plant, il a déjà une racine très épaisse avec déjà des réserves. Donc si je passe là-dessus avec des foins, les feuilles vont se dessécher, jaunir, mais la racine va rejeter illico. Même chose pour l'ortie ici. Hein, donc il y a encore quelques restes d'ortie qui restent. Très bonne plante, hein, très bon paillage, très riche en azote et en minéraux, mais que je ne souhaite pas voir s'installer sous la forme des rhizomes souterrains. Donc quand j'ai 5 minutes, j'arrache. Notez que l'ortie, ce sont les feuilles qui piquent. Hein. Si vous prenez la tige tout à fait en bas, vous ne craignez absolument rien. Voilà. On va sauter la serre, on va continuer les cultures, on reviendra ensuite à la fin sur l'état de la serre. C'est pour moi un monde à part. Hein. Il y a mon système, on va dire, potager, production extérieure avec le foin soumis aux précipitations, soumis aux aléas du climat. Et il y a un système beaucoup plus artificialisé qu'est la serre, qui fonctionne un peu différemment. Donc pour moi, elle n'est pas dans le même schéma. Ici à gauche, devant la serre, entre la serre et la rangée de vignes, des scaroles qui se sont bien développés, mais qui, malgré l'humidité, décident très vite de monter en graines. Trop vite, à mon goût évidemment. De l'autre côté, hein, donc côté droit par rapport à l'entrée de la serre, du persil, deux sortes de persil qui avaient été préparés en petits pots et repiqués ici, qui est en pleine production. Mélangés, vous voyez là une capucine, hein, qui est une plante martyre, elle est venue toute seule. Vous voyez aussi ma plante martyre, une de mes plantes martyres préférées, l'éryngium, c'est-à-dire le chardon bleu, qui était couvert il y a 8 jours, quand j'ai eu un groupe de visiteurs noirs de pucerons, avec toute une ribambelle de coccinelles qui était après, et on peut voir, si je fais un gros plan, qu'aujourd'hui les inflorescences sont à peu près propres. Cela va faire des beaux bouquets, des belles décos pour la table. La roquette, elle aussi, se met ici en place et très très vite montée en graines. On en a récolté un tout petit peu, assez chétive, ou carrément minable, devrait-on dire. Voilà, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, j'en ai qui poussent spontanément ailleurs. Alors ici, en aval de la serre, les fraisiers. Hein, donc fraisiers, eux aussi, relativement maltraités cet hiver parce que je n'ai pas pris le temps de recharger avec du vrai BRF. Il y a sur le devant les tailles des tiges de framboisiers quand on a nettoyé les framboisiers en haut, mais sinon il n'y a pas eu d'apport. Et malgré cela, la production est tout à fait correcte. Je rappelle que les premières rangées ici, je crois que c'est les 2 ou les 3 premières, ont environ 6 ou 7 ans à la même place et produisent toujours, on a à un certain moment rempli des casseroles comme ça de fraises. Alors certains de ces fraisiers sont des remontants, c'est-à-dire sont encore en train de fleurir, donc va s'installer maintenant une petite production moins spectaculaire, mais qui va permettre de soutenir une petite consommation familiale. Le gros de la production est derrière nous sur ces plants qui ne sont pas remontants. Donc eux, ils font une énorme production à l'espace de quelques jours. Les pluies qu'on a eues ont évidemment été extrêmement favorables.
j'ai tombé la veste, et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un cardiaque assez sévère, voilà, il y a pourtant un air très frais, mais le soleil qui se lève et je suis en train de commencer à transpirer. Ici, de l'origan, qu'on a déjà taillé et mis au frigo. Dans mon livre, je disais, on peut faire des erreurs, mais il ne faut pas les répéter. Et donc, j'ai compris que cet origan en fleurs m'attirait des papillons, une nuée de papillons, dont certains pondent ici. C'est une famille de papillons qu'on appelle les lichenidés, qui ont des chenilles en forme de cloporte qui vivent dans le sol et qui me grignotent les semis précoces de petits pois et de haricots. Ils vident complètement la graine dès qu'elle s'est ramollie dans le sol. Donc pour limiter cet effet, on procède maintenant différemment. On maintient l'origan, mais dès qu'il va monter et partir en fleurs, on le ratiboise comme vous le voyez. Et ensuite, on le met au congélateur. On va le ressortir au moment où les tomates seront en pleine production. On mélange cet origan avec de l'oignon et les tomates pour faire une préparation, des bocaux tout prêts pour faire par exemple des pizzas ou des lasagnes. Le chou de Milan commence à pommer sérieusement. Quelques persils qui ont passé l'hiver et qui vont donc tout à fait naturellement monter en graines. Donc je laisse monter pour récupérer mes propres graines. Voilà à peu près ce qui se passe ici. Quelques ails qui ont été oubliés l'année passée et qui sont sortis tout à fait naturellement, certains se desséchant, donc je vais les récolter. Tableau suivant, comme on dirait dans un musée, on va considérer que ce potager est une œuvre d'art, rien que ça. Soyons fous, soyons timbrés. Donc tableau suivant, ici différentes choses qu'il faut que je vous détaille. Des oignons repiqués là le long des fraisiers parce que je ne savais pas où les mettre, directement à travers le foin, très tard, en partie piétinés, donc parce que ces fraisiers n'ont pas arrêté d'avancer. Et puis donc pour ne pas écraser les fraises, on a plutôt marché de temps en temps sur les oignons. Une première rangée dans laquelle il y a eu repiquage de Batavia. Je ne sais pas si celles du premier rang se verront encore. Quasiment toutes, comme vous le voyez, il n'y a pratiquement pas de salade vert jaune. Pratiquement toutes donc grignotées par les limaces. Je ferai un topo spécial sur l'attaque extrêmement sévère de limaces que j'ai connue cette année. Donc depuis, on a repiqué d'autres plants, certains du commerce et d'autres autoproduits. Et donc maintenant, la situation est très largement contrôlée. Ensuite vient une rangée de carottes. J'avais semé 3 rangées de carottes. Rien n'est sorti ou c'est sorti et ça a été raboté par les limaces. Celles que vous voyez ici sont en fait des carottes que j'ai multipliées dans mes plaques de semis et que j'ai repiquées ici. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la racine. Théoriquement, la racine principale étant cassée, je crains évidemment que ça fasse des racines à la récolte, donc des racines qui vont un peu dans tous les sens. Ceci dit, pour faire des soupes ou des carottes façon carottes de Vichy, je ne vois pas trop où est le problème. Alors plus bas, après les cassissiers, un endroit où il y avait l'an dernier des choux, notamment les choux frisés, cales, etc., paillés relativement tard. Il y a eu une sorte de friche là aussi. J'ai laissé pousser
les adventices sans doute jusqu'à début mars de mémoire. Et donc c'est cette année l'emplacement des cucurbitacées, donc courgettes, essentiellement différentes sortes de courgettes. Sur cette partie-là, peut-être un potimarron là-bas derrière, melon et cornichons de l'autre côté, au milieu, là au bout, poivrons, aubergines, artichauts, patates douces et la rangée au milieu de myrtillers, dont deux produisent énormément, et l'autre qui avait produit en masse l'an dernier ne produit quasiment rien. Donc j'en ai déduit qu'il a trop produit l'an dernier et pas fait de nouvelles pousses, et donc cette année, pas de production, une sorte de rythme bisannuel qui est assez courant chez les fruitiers. Donc, alors, sur la partie courgette, je suis tout à fait agréablement surpris dans la mesure où la période tropicale qu'on vient de connaître a fait beaucoup de bien à ces cucurbitacées, de l'eau chaude, des températures très élevées, donc une minéralisation qui s'est installée très très vite, et donc la production des premières petites courgettes a commencé hier, la première récolte. Bon, elles n'étaient pas très grandes, mais première récolte quand même, ce qui est un record absolu en ce qui me concerne. Ceux qui ont vu mes vidéos sur la gestion des déchets voient que c'est aussi l'endroit où actuellement nous balançons nos déchets organiques de cuisine. Voilà, donc pas grand-chose à dire, si ce n'est que ce sont les melons là-bas qui sont, pour une raison que j'ignore encore, assez chétifs. Les aubergines l'ont été très très longtemps et sont juste en train de se réveiller alors qu'elles sont en place depuis, je ne sais pas moi, 6 semaines ou 8 semaines. Donc elles ont tardé à démarrer. Le poivron est encore assez chétif. Donc tout n'est pas parfait, loin de là. Les artichauts que vous voyez un peu partout, aux 4 coins des parcelles, sont non pas tellement destinés à la production, ce sont martyrs. L'an dernier et 2 années de suite, j'ai acheté 3 pieds d'artichauts dans le commerce que j'ai plantés par là-bas. Et je me suis rendu compte que les rats-aux-pieds se jetaient littéralement dessus. Donc cet hiver, j'ai cherché des semences d'artichauts en me disant, ben, vous aimez les artichauts, je vais vous attirer, je vais en produire 50. Alors il n'y a peut-être pas 50 pieds, mais il y en a bien 30 ou 40 répartis un peu partout. Je vais vous en faire, je vais vous attirer. Et dès que je verrai que ça bouge autour, je mettrai le piège et on ne discutera plus. Résultat des courses, pour l'instant, je n'ai pas perdu un seul pied. Enfin, si j'en ai perdu un, mais c'est plutôt parce qu'on a marché dessus. Ce n'était pas la faute, en tout cas, des rats-aux-pieds. Voilà donc un peu cette parcelle, en partie très prometteuse, question courgettes et compagnie. Les premiers petits cornichons là-bas sont aussi en place. Plus décevant côté melon, mais c'est aussi des plants que j'avais laissé très longtemps traîner, que j'ai repiqués récemment seulement et qui visiblement ne sont pas encore bien installés. Mais j'en ai d'autres qui sont bien avancés dans la serre et dans le châssis, donc il y aura aussi du melon en pagaille. Ici les asperges, hein, le fameux essai consistant simplement à poser les griffes dans un lit de feuilles mortes puis de couvrir de foin. Donc il y a quelques manquants, hein, parce que les rats-aux-pieds adorent les racines très charnues des asperges qu'on appelle les griffes.
Donc là, elles sont en deuxième année. Je laisse encore monter en feuilles pour recharger au maximum ces griffes, dans l'espoir évidemment que les râteaux-pieds ne me rongent pas tout. Et l'année prochaine, je mettrai durant l'hiver une couche de foin de façon à ce moment-là à commencer à récolter les premières pousses, même si elles sont un peu vertes. J'ai fait un essai cette année, j'en ai récolté une verte, donc, que j'ai fait cuire en même temps que des asperges blanches du commerce que j'avais achetées. Et j'étais très très surpris parce que quand mes asperges blanches étaient à peu près tendres, l'asperge verte que j'avais récoltée ici était carrément, comment dire, liquéfiée, beaucoup trop tendre, beaucoup trop cuite. Donc je pense que cette histoire de blanchir des asperges est encore une de ces lubies de l'homme moderne. Et pour ma part, l'année prochaine, je ne vais pas trop me fatiguer à couvrir de foin. Je récolterai les jeunes asperges vertes qui sortent. Alors il ne faut pas les laisser très longtemps parce que très vite, évidemment, la tige devient fibreuse pour soutenir ces tiges-là qui sont très flexibles. Il y a bien entendu des fibres et ça se met en place très vite au bout de 1 ou 2 jours. Donc il faut les récolter vertes, mais pratiquement le premier jour où elles émergent du foin. Ici, donc, sur la parcelle suivante, on voit que pas mal de pieds d'asperges, presque tout ici sur la gauche, a été ravagé l'année passée par les râteaux-pieds. Là, ce sont des nouvelles pousses. J'ai semé des asperges et donc pour compléter les trous et donc je vais essayer de récupérer cela. Alors pour profiter de cet espace libre, j'ai installé ici des haricots. Donc les premiers haricots qui vont bientôt commencer à produire. On voit apparaître les premières toutes petites gousses, donc les premières fleurs fécondées. Ces haricots-là ont été préparés en plaques de semis et ont été transplantés ici pour un peu gérer la question des limaces cette année. Côté sur le bord ici, donc des céleris de différentes origines, enfin je veux dire différents moments, des premiers semis, plus tard ils sont un peu plus petits, des semis ultérieurs. Là encore, peu de pertes malgré donc la présence de quantités astronomiques de limaces comme je ne l'ai jamais vu dans ce potager depuis qu'il existe. Ici, les framboisiers du bas, dont les premières tiges, donc les cannes de l'an dernier, celles qui ont passé l'hiver, sont un peu moins chétives. Donc ils produisent un tout petit peu plus qu'en haut, mais sans que ce soit tout à fait satisfaisant. Il va falloir absolument que j'apporte de nouveau de la matière organique, si possible ligneuse, pour recharger la fertilité, réactiver les champignons. Voilà donc, je l'ai déjà dit, l'avantage de cette façon de jardiner, c'est que les produits, il n'y a aucun produit sur la récolte, sur ce que l'on ramasse, et donc sans même laver, on peut déguster sur place. Tiens, un bourdon là qui s'excite sur une fleur de framboisier. Alors je ne sais pas si vous les entendez à travers le micro, mais derrière moi, là, dans les arbres, les lanceurs d'alerte s'en donnent à cœur joie, donc les clics, 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 pour dire que, attention, il y a quelqu'un. Dès que j'aurai le dos tourné, que je serai monté chez moi pour poser les appareils, les oiseaux vont revenir parce que donc l'autre il va se taire derrière moi. Ici, donc, on va remonter côté droit quand on entre dans le potager. On va donc remonter et la première parcelle
ici est occupé de choux. Ici, choux cales, dont certains ont souffert des limaces. On ne les voit à peine, mais ils sont là. Le cœur n'a pas été atteint. Et puis on verra des tout petits plants de choux que j'ai replantés et des tout petits plants de céleri que j'ai replantés, tout simplement parce que le terreau que j'ai utilisé était tellement pauvre, était tellement prévu pour être utilisé avec des tables amarrées et avec des fertilisants que ces plants végétaient littéralement, n'avançaient plus d'1 millimètre alors qu'ils étaient beaucoup trop petits pour les repiquer. Et par conséquent, j'ai décidé de les mettre en place et déjà ils sont en train de se refaire une santé. Voilà donc un peu pour ceux qui pensent encore que apporter des terreaux achetés dans le commerce, c'est enrichir le sol. Pour moi, ces terreaux-là, qui sont nos déchets, qu'on a déjà mis dans les déchetteries, transformés sur une plateforme de compostage, sauf quand ils sont enrichis en engrais, sont extrêmement pauvres comparés à la fertilité que j'ai dans mon sol. Donc j'ai intérêt à transplanter le plus vite possible. Alors au passage, voilà ce qui reste de la plaque de semis, donc dans laquelle j'ai repiqué certains des céleris que j'avais d'abord semés dans une terrine. Et donc avec ces terreaux extrêmement pauvres, les plants végètent. Bon, là, depuis aujourd'hui, puisque hier on a encore eu une journée grise avec quelques gouttes de pluie. Depuis ce matin-là, c'est en train de dessécher, donc ce n'est pas tout à fait significatif. Mais voilà, même sous la pluie, vous avez ces petits plants jaunâtres et chétifs par manque d'éléments nutritifs. Alors toujours en remontant, la parcelle à laquelle à l'automne, je crois que c'était tout début novembre, j'avais repiqué différentes variétés d'ail d'automne, très exactement 3 variétés, puis couvert durant l'hiver, je crois que c'était en janvier, avec une épaisse couche de foin parce que pas mal d'adventices s'étaient développés. Cet essai est un flop total. Je ne sais pas si je continuerai, en tout cas sous cette forme-là, puisque comme vous pouvez le voir, il y a infiniment plus de manquants que d'ail qui s'est réellement développé. Et encore celui qui s'est réellement développé, j'attends de voir ce qu'il y a en dessous. On verra en haut l'ail de printemps qui a tout à fait une autre allure. Alors pour ne pas perdre la place, j'ai repiqué là-dedans des petits oignons qui se voient à peine. Là aussi, extrait d'une terrine, donc issue d'un semis pour compléter un peu ma façon de faire. La plupart de ma production se fait à partir de bulbes que j'achète, mais je voulais savoir ce que ça donne quand on sème ces oignons. Alors il y a un certain nombre de pieds qui manquent. Je ne sais pas si ce sont des vers de terre, des râteaux-pieds ou une pourriture, mais globalement, je vais m'en tirer de façon, on va dire, honorable, sans que ce soit exceptionnel. Sur votre gauche, ici, j'ai simplement, donc j'avais une allée un peu large, et puis je manquais de place pour installer différents semis. Ici, en l'occurrence, des épinards, si je ne m'abuse. Et donc j'ai simplement raclé cette allée avec une griffe à 3 doigts. Et, ah non, c'est de navet, pardon. Et j'ai mis mes graines de navet là-dedans. Et suite au prochain numéro, ma conviction, vous la connaissez, à partir du moment où dans les magasins, on nous vend des plants dans des mottes pressées, donc des mottes pressées, c'est bien ce que ça veut dire. Pour économiser le petit pot en plastique, on presse du terreau, on met une petite graine et on voit les racines qui traversent ces petits cubes tellement compacts que ça se tient. Donc si ça pousse dans leur mode compressé, je me demande par quel miracle, ou non, plutôt par quelle catastrophe, ça ne pousserait pas dans mon sol qui est bien moins compacté.
Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment on ait pu faire croire aux gens que si un sol n'est pas parfaitement ameubli, le lit de semences parfait, cela ne pousserait pas. Ou alors, il ne fallait pas inventer les modes compressés pour prouver le contraire. Enfin, quelque part, quelqu'un vous prend pour des cons. À mon avis, hein. Ce n'est que mon humble avis. Donc voilà, alors en raclant un tout petit peu, j'ai raté quelques adventices. Donc il y aura sûrement un petit nettoyage à faire. Et puis on verra au prochain numéro ce que donne ce semis direct dans ce qui a été encore l'allée. Alors j'ai gardé la moitié d'allée. Il faut que je marche en alignant bien mes pas au lieu de marcher en canard. Et tout ira très bien. Alors là, on arrive à un endroit extrêmement intéressant et un moment absolument jubilatoire pour mes détracteurs. Ceux qui ont vu la vidéo précédente se souviennent de cet essai de culture sous couvert de mauvaises herbes, hein, d'adventices. Et ben, c'est un ratage monumental, un flop phénoménal. Trouvez les mots qui vous conviennent. Une connerie monumentale, une débilité profonde, tout ce que vous voulez. Ça a raté pour une raison que je n'avais absolument pas prévue au départ. Ma Véronique de Perse, qui était bien une petite tapissante dont on retrouve encore un tout petit peu de temps en temps quelques plantules, a très vite été débordée par la mâche qui est devenue haute comme ça. Alors ça, je n'avais pas du tout anticipé que cette mâche deviendrait aussi haute, à tel point qu'elle commençait à étouffer ici les fenouils qui étaient à l'époque bien plus petits. Donc j'ai arraché un peu autour des pieds de fenouil pour leur donner un peu d'air. Ailleurs, j'ai laissé faire et très vite, un certain nombre, alors très vite la mâche, elle aussi, a commencé donc à aller dans sa phase de maturation après la production de graines. Et c'est elle-même fait déborder par tout un ensemble de mauvaises herbes, donc d'adventices, de la vesse, certaines graminées, des laitrons, etc., etc. Et donc j'avais une belle friche haute comme ça. Et puis donc tout à fait récemment, il y a 5-6 jours, j'ai arraché tout ça, ça traîne là-bas le long de la haie pour étouffer un peu le liseron pour pas qu'il vienne trop vers chez moi. Et donc j'ai enlevé tout ça, les graines de mâche sont tombées par terre, elles vont se trouver là-dessus. Et là encore, j'ai simplement gratté la surface et j'ai fait différents semis, des carottes. C'est ici que se trouvent les épinards dont je parlais plus bas, et puis je ne sais plus quoi encore, donc il y a 5 rangées de semis ici. Je vais attendre que tout ça s'allève et quand ce sera suffisamment grand, vous voyez peut-être derrière moi un reste de rouleau de foin, je vais me fatiguer, j'aime pas ça, hein, pour un paresseux c'est la honte totale, mais à mettre un peu de foin entre les rangées dès que les plants seront suffisamment développés pour réduire un tout petit peu les adventices qui vont immanquablement se développer. En attendant, de temps en temps, en passant, j'en arrache l'une ou l'autre, comme ce plantain qui n'est pas très méchant, mais qui a résisté au défrichement que j'ai fait donc à la main. J'ai simplement arraché, fait un andin, et puis j'ai pris ma fourche pour balancer ça là-bas. Voilà, comme quoi tout ne marche pas toujours comme prévu au potager du paresseux. De temps en temps, il y a des expériences qui ratent. Alors l'idée en tant que telle n'est pas nécessairement à proscrire, hein. C'est simplement que les plantes sur lesquelles je comptais, eh ben, comme je l'ai écrit quelque part sur un forum, je suis malheureusement un très mauvais phytosociologue. Ça s'appelle la phytosociologie, c'est-à-dire la connaissance de comment les plantes se comportent les unes par rapport aux autres et qui domine qui à quel moment. Et pour pratiquer ce type d'agriculture sous couvert vivant, il faut être un bon phytosociologue, c'est-à-dire mieux anticiper ce qui va arriver. Je suis encore, malgré mes 65 ans,
en phase d'apprentissage, donc je dois encore apprendre beaucoup de choses. Et là, j'en ai apprises. Ouais, j'ai un doute là maintenant. Et dès qu'on commence à douter, on ne sait plus où donner de la tête. Donc voilà, j'ai encore des choses à apprendre. Prenez-le. Alors toujours en remontant, ici, c'est quelques pieds d'oignons qui sont en train de fleurir. Donc qui sont en train de servir de nourriture à des tas de butineurs. Je vois là une abeille et un tout petit, quelque chose qui ressemblerait à un moucheron, qui viennent déjà alors que les fleurs sont à peine ouvertes. Donc il s'agit en fait d'une variété un peu particulière d'oignons. C'est des rouges de Florence que j'ai eu par je ne sais plus quel chemin. Et donc je vais donc attendre que les graines soient mûres avant de dégager. Mais déjà dans le foin, j'ai repiqué des choux à choucroute avec l'idée à l'automne de faire de la choucroute. Là, j'ai quelques pieds de ce qui est un poireau perpétuel qui l'a passé l'hiver. Donc il va lui aussi monter en fleurs, ce qui me permettra de récupérer quelques graines. Et alors poireau perpétuel qui en fait se divise par touffes. Donc en fait ce qui est là, c'est des touffes que j'ai éclatées l'an dernier. Donc celui-là, très bientôt, va rejeter sur le côté. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut enlever des petits poireaux à la périphérie et le pied mère continue sa vie. C'est ainsi que est assurée la perpétuité de ce type de poireaux. Ici, une chose très curieuse, pendant longtemps, quand on m'a parlé de ces systèmes à ultrasons censés chasser taupes et rats aux pieds, j'étais très sceptique, partant du principe que les ultrasons ne peuvent pas se répandre, se diffuser dans un matériau compact. Ce sont les sons graves et particulièrement les infrasons qui sont transportés loin. Tout le monde l'a remarqué, hein, quand dans une voiture vitre ouverte, on n'entend pas la musique, on entend les basses, les wouf, 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 wouf. Les aigus, on ne les entend pas. Même chose quand votre voisin met le son de sa chaîne stéréo trop fort, vous n'entendez pas les aigus, vous entendez les graves. Et puis donc je suis tombé sur une boîte de ces machins en promotion l'autre jour et je lis l'étiquette, une vieille manie chez moi, lire les étiquettes. Et là je vois que c'est un son de 400 Hertz. Alors on est là tout à fait proche de ce qu'on appelle les infrasons, c'est-à-dire les sons tellement graves qu'on ne les perçoit pas. Les ultrasons, c'est au-delà de 20 000 Hertz. Donc quand on dit que ce sont des appareils à ultrasons, c'est tout à fait erroné, en tout cas pour celui-là. Ce sont des appareils qui font des sons très graves, proches des infrasons. Et alors là, je me suis dit, comme ils étaient en promo pour pas très cher, autant essayer. J'ai derrière moi des pommes de terre. Je sais que les rats-aux-pieds raffolent de pommes de terre. L'an dernier, ils m'ont presque ravagé toute la culture. Je vais donc avoir à la fin de la saison au moins un indice quant à savoir si ce système marche ou ne marche pas. Parce que pour ce qui est des taupinières, c'est évidemment à l'heure. Tout le monde a remarqué que les taupinières se forment au printemps lorsque les rats-aux-pieds ou les taupes aménagent leur circulation. Vous passez un râteau là-dessus et il n'y a pas de nouvelles taupinières qui se forment. Donc il est très facile de vendre un truc gadget qui ne marche absolument pas. Vous l'achetez quand vous avez vu la taupinière, vous le mettez en place, vous écrasez la taupinière, vous ne voyez pas de nouvelles taupinières qui se forment et vous en déduisez que l'appareil marche. Mais en fait, vous auriez simplement passé le râteau et vous auriez planté un piquet de tomates, vous auriez constaté qu'il n'y a pas de nouvelles taupinières qui se forment. C'est le comportement normal de ces animaux, que ce soit les taupes ou que ce soit les rats aux pieds. Les agriculteurs passent le herse et trient
dans le pré vers le mois d'avril avant que les graminées ne poussent et il n'y a pas de nouvelles buttes, de nouvelles taupinières qui se forment. C'est tout à fait normal. Donc ça peut être des gadgets avec un leurre parfait. Mais je vais le vérifier, sachant que ce sont des infrasons ou des sons proches de l'infrason. Je n'exclus plus, contrairement à ce que j'ai fait, le fait que ça pourrait éventuellement, avec une petite probabilité, marcher. J'ai quand même de sérieux doutes, mais laissons venir. Alors ici, la parcelle de pommes de terre. Elle a été repaillée avec du foin, donc c'est déjà la deuxième couche de foin. Je rappelle que le risque, c'est qu'une simple couche de foin soit trop décomposée à l'automne, fin août, début septembre, quand les pommes de terre vont se former. Et à ce moment-là, l'accroissement, le grandissement de ces tubercules va déchirer, au risque de déchirer la couche de foin trop fine. La lumière tapera sur les tubercules qui vont verdir et ces tubercules qui verdissent sont toxiques. Ce n'est pas un toxique aussi grave que la ciguë ou que sais-je, mais c'est néanmoins sérieusement toxique et donc tout à fait à éviter. Quelques limaces comme partout ailleurs qu'on a plus ou moins contrôlées, quelques doryphores qu'on a jusque-là ramassés, je n'ai pas encore traité. Pour l'instant, il semblerait qu'elles ne soient pas assez appétissantes, pas assez juteuses ou que sais-je, mais il y a peu de larves. Il y en a quand même quelques-unes, mais il y en a relativement peu. Et donc, pour l'instant, j'essaye de ne pas traiter. S'il fallait traiter, les larves de... Ah, là, il y en a une belle. Les larves de doryphores se traitent relativement bien en lutte biologique, en lutte qu'on appelle le biocontrôle, c'est-à-dire le contrôle de certains parasites avec des organismes vivants spécifiques, en l'occurrence le Bacillus thuringiensis, qu'on trouve souvent sous l'acronyme B majuscule, T minuscule sur les sachets, marche assez bien sur les larves de doryphores comme sur d'autres chenilles, pas sur le doryphore adulte, ou moins bien sur le doryphore adulte. Par conséquent, si la situation empirait, je ne m'interdis absolument pas l'utilisation de ce bacillus qui est utilisé depuis une trentaine d'années sans qu'il y ait véritablement de crainte ou d'effets négatifs qui ne soient apparus. Il va infester les larves de l'intérieur, donc c'est une bactérie, et larves qui vont crever de leur belle mort, et avec les larves qui crèvent, la bactérie elle-même va finir par crever. Voilà, donc c'est quelque chose qui, sans être nécessairement inoffensif, c'est une intervention dans un système naturel, une intervention humaine, mais c'est quelque chose qui, pour moi, n'a pas d'effet négatif sur le long terme et sur le système vivant que j'ai dans mon sol. Alors on va continuer notre lente ascension qui doit nous conduire à la chaise longue. La parcelle de tomates, donc qui était déjà parcelle de tomates l'an dernier, couverte de foin sortie de l'hiver, quelque part janvier-février. Comme vous pouvez le constater avec mes histoires de conférences, de dédicaces, etc., je n'ai pas encore pris le temps de remonter, de réparer d'abord, et de remonter le tunnel. Cet après-midi, heureusement, quelqu'un qui a vu mes difficultés s'est proposé pour m'aider à souder ce qui a été abîmé, et il passe cet après-midi. Donc très prochainement, je vais remonter la structure. Comme vous le voyez, il y a urgence. Les plants de tomates
que je voudrais monter sur les fils risque, s'il y a une tempête, d'être cassés. Ces pieds se sont pour l'instant tous très bien développés si je compare aux plants qui me restent dans les godets parce que je n'avais plus assez de place. En bordure, donc je rappelle que la bâche ne descendra pas jusqu'au sol, donc quelque part par ici, elle s'arrêtera. Il y aura donc les pluies qui vont tomber. Et donc en bordure, il y a un certain nombre de cucurbitacées qu'on avait en surnombre, essentiellement, je crois, des melons. Donc si jamais ça marche, encore eux aussi, encore très pâles, hein, installés récemment, après avoir souffert très longtemps, avoir traîné très longtemps sur la table là-bas, je n'ai pas de crainte, ils vont très vite s'installer et commencer à ramper. Donc voilà, les premières petites tomates sont déjà en place. Il y a urgence au potager du paresseux. On ne va pas s'énerver non plus, hein, parce qu'on est en retard. Être paresseux, c'est aussi parfois être un tout petit peu zen et laisser le monde autour de soi s'agiter. Rira bien qui rira le dernier. Je suis à peu près convaincu que j'aurai des bassines et des bassines de tomates, donc je ne vais pas me faire une crise cardiaque pour ça. Ah, j'ai oublié de signaler, là encore, hein, sur le côté, en marge de l'allée, un petit grattage dans lequel je semais directement un certain nombre de salades, batavia, et puis je ne sais plus trop quoi. Il y a 2 ou 3 variétés. Alors toujours en remontant, hein, ici donc l'ail de printemps que j'évoquais tout à l'heure, qui a tout à fait une autre allure. Hein. Donc sans doute c'est la forme que je privilégierais. Peut-être garderai-je quelques pieds d'ail d'automne pour en avoir très tôt, mais dans des conditions qu'il faut encore que j'examine. Des cardons qui repoussent spontanément. Derrière, celui qui est le plus grand là est en train de fleurir. Hein, il est en deuxième année, donc tout à fait normalement, comme la plupart des plantes bisannuelles, il fleurit. Devant moi, des épinards qui sont déjà en train de monter en graines. Donc là, eux aussi, ils ont été très très vite. Des betteraves rouges, une rangée de betteraves rouges. J'en ai repiqué quelques-uns qui sont plus petits. Derrière, il y en a qui commencent à avoir une taille appréciable. Ici devant, des chicorées et puis quelques lolorosa là-bas, mais essentiellement les chicorées, donc à partir desquelles j'aimerais essayer de faire des chicons en forçage, donc durant l'hiver. Une de mes obsessions étant d'avoir de la salade en continu. Toujours en remontant devant moi les échalotes, donc 2 variétés, on voit une petite différence de taille, plantées, hein, donc ce sont des petits bulbes que j'ai mis en terre, que ce soit l'ail, que ce soit les échalotes, que ce soit les oignons derrière moi, ici, hein, donc piqués directement à travers le foin. J'ai beaucoup resserré cette année, partant du constat que sous mon foin, il y avait une fertilité absolument formidable et que, en fait, ail, oignons, échalotes et compagnie n'ont pas besoin d'une énorme fertilité. Donc, on va dire que j'ai bourré à peu près 10 sur 10. Hein. D'où cet enchevêtrement un peu inhabituel si on suit les recommandations des guides et des livres. Devant moi, encore des ratages, hein, un semis de carottes qui pour l'instant n'a rien donné sans que je sache si ce sont les limaces qui s'en sont occupées ou si c'est inhérent à la présence de foin. Donc je vais faire quelques petites expérimentations à l'avenir pour mieux maîtriser cette histoire de semis de carottes. Ici, des fèves. Hein, donc les fèves sont une plante martyre, généralement noire de pucerons,
et donc ça permet d'attirer les pucerons et de les élever dans l'attente que des auxiliaires tels que les coccinelles, les cirfes, etc. viennent s'en occuper. Donc toujours penser à élever les parasites qui risquent de vous ennuyer ensuite dans l'espoir d'attirer ce qui s'appelle des auxiliaires, donc ceux qui vont vous aider vous. Alors nous voilà presque en haut. Donc au premier rang, vers moi ici, ce sont différents oignons récupérés durant l'hiver au moment où j'ai déroulé le foin par-ci, par-là. Il entraînait des oublis, des trucs que j'avais replantés à certains endroits et je ne m'en souvenais plus. Et j'ai tout, ou presque tout, hein, puisqu'on a vu que les rouges de Florence sont restés en bas, j'ai presque tout regroupé ici sur ces 2-3 rangées. Et donc ces bulbeuses, en deuxième année, sont en train de fleurir et puis vont produire des graines. Pourquoi je garde autant c'est pour le plaisir, il n'y a aucune logique dans tout ça, si ce n'est que je trouve ces jolis capitules avant qu'ils ne s'ouvrent très très esthétiques. Je trouve ces boules très très belles et on l'a vu tout à l'heure, très vite, là les fleurs ne sont pas encore ouvertes, hein. Elles sont, il y en a vraiment une ou deux qui sont ouvertes, elles sont encore en bourgeon. Ensuite, ça va exploser de vie et donc c'est ma participation à la biodiversité. Ça ne me gêne pas beaucoup. Beaucoup de mauvaises herbes en dessous parce que là, je n'avais pas repaillé et on peut voir à quoi ressemble un sol quand on ne remet pas du foin. Il y avait du foin l'an dernier, en couche même assez épaisse, mais tout, absolument presque tout, a été digéré. On trouve quelques traces furtives de foin de ci, de là. Quelques oignons rocamboles que j'aime beaucoup par leur folie, hein, on va dire. Ce sont des oignons qui poussent ici au bout de tige. Au lieu de former des fleurs, se forment des petits bulbes d'oignons qui eux-mêmes vont reformer des bulbes. On a des fois 2 ou 3 générations qui s'accumulent comme ça sur un même plan. On peut les consommer bien entendu, mais bon, ce n'est pas une production énorme. Je garde ça plutôt pour la beauté et la diversité du vivant. Quelques repousses spontanées de pommes de terre aussi. Alors, il y avait les pommes de terre ici, donc sans doute des petites grenailles que j'ai oubliées en terre. Peut-être aussi des fois des épluchures, parce qu'on a mis pendant très très longtemps ici nos déchets, parce que c'était tout simplement la parcelle la plus proche de la maison. La paresse, hein, ça se soigne très très difficilement et donc premier pas à droite, boum, on balançait nos déchets et je n'exclus pas que certaines de ces épluchures de pommes de terre comportaient des yeux qui ont ensuite donné des plants. Plants qui sont plutôt souffreteux et qui sont eux beaucoup plus attaqués par les doryphores que la parcelle principale qu'on a vue. Toujours aussi beaucoup de liserons ici sur cette parcelle qui n'a été mise en culture qu'en avril 2017, donc il y a à peine plus d'1 an. Avant c'était encore une prairie et plus on monte ici, plus on voit qu'il y a du liseron partout. Il est caché dans la prairie, il ne se voit pas, il suffit qu'on mette en place un couvert et c'est parti. Il domine parce qu'on ne voit plus que lui. Alors on arrive presque tout en haut, la dernière étape est derrière moi, mais dans ce qui pourrait s'apparenter à un joyeux bordel, quand même, je voudrais vous montrer 2, 3, peut-être 4 choses. Devant moi, 2 plaques constituées d'une épaisse couverture, ici d'aiguilles d'épicéa, et là de taxus, de lif, finement broyé à la tondeuse. Et normalement, il va prochainement prendre place. Il y aura ici à droite un petit carré fait
on va dire, conventionnellement, d'après la façon dont je fais en général, couvert avec du foin. L'objet est de vérifier s'il y a une vérité dans l'idée selon laquelle les aiguilles de résineux, quand elles se décomposent, acidifient le sol. Donc je vais laisser cela décomposer pendant 1 ou 2 ou 3 ans. Et puis je vais vérifier, je n'ai pas malheureusement d'instrumentation très précise pour faire des analyses, mais j'ai des languettes de pH qui me permettront d'avoir une idée à 0,5 unité de pH près, si effectivement il y a une divergence entre ces différentes placettes. Et puis de toute façon, dans chacune, dans 1 an ou dans 2 ans, je vais planter 2 ou 3 plantes témoins, et puis je verrai s'il y a des différences dans la croissance, dans le développement. Ça, c'est une chose. Ce bac de douche qui résulte de travaux que j'ai fait dans la maison, qui était abîmé, je vais essayer de lui trouver une place pour l'enterrer parce que j'ai réfléchi pourquoi je ne semble pas avoir de succès avec mon jardin à hérissons qui se trouve ici le long de la haie et sa cabane qui se trouve là-bas. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais Didier, mais qu'est-ce que tu es con? Oui, je suis des fois très con. Il n'y a pas de point d'eau dans ce jardin en pente, pas de source, etc. Comment veux-tu qu'une famille d'hérissons s'installe ici et d'une façon plus générale, je dirais, des organismes vivants qui ont besoin d'eau. Donc dans tout bon jardin, donc potager naturel qui se respecte, il y a une mare d'eau. Donc je vais essayer d'installer une mare d'eau, rassurez-vous, je vais l'enterrer, je vais mettre des bords, comment dire, pas trop abrupts, etc. En attendant, j'ai mis cette soucoupe de jardinière avec de l'eau, si par hasard un hérisson passait par là, pour qu'il ait à boire. Et puis là, ma collection de plantes carnivores, hein, donc, que je maintiens comme ça, par fun, et puis aussi par le fait qu'elles vont capter un certain nombre d'insectes. Donc c'était dans la serre avant, pour essayer, dans l'espoir de capter certaines des mouches blanches de type aleraude qui viennent assez facilement dans les serres. Voilà, je les ai sorties pour qu'elles profitent des pluies. Voilà, on est presque au bout. Alors voilà, mon outil de jardinage principal étant en panne, mon transat, hein. Je me contente de cette petite planchette ici. Alors derrière moi, la dernière parcelle, et on arrive maintenant au bout du potager du paresseux, constatant qu'on avait encore quelques plants de cucurbitacées en trop, et puis plus tellement de place dans le potager. Tout à fait récemment, on a d'abord implanté ces plants dans le gazon tondu, et puis donc il y a 3 jours, je crois, on a mis du foin autour. Et donc on va suivre l'évolution de ces cucurbitacées. Ce sont des potirons, potimarrons, les deux je crois, qui se trouvent là-dedans et dont on va voir ce que ça va donner. On aura l'occasion d'en reparler. Ça, c'est pour rassurer ceux qui régulièrement m'envoient des mails en disant « Ah, j'ai découvert ton livre beaucoup trop tard, est-ce qu'il est encore temps, est-ce qu'il est encore temps ?» Alors bien évidemment, cette affaire-là n'est pas l'idéal, hein, loin de là, parce que l'herbe est en pleine croissance, donc elle va avoir plus de vigueur et va profiter de la moindre erreur dans l'étalement du foin, donc ça risque de passer. Bien évidemment, ce n'est pas l'idéal parce que ce foin commence tout juste à s'humidifier. On a eu, depuis qu'on l'a mis en place, une seule pluie, elle n'était pas excessive. Donc le foin est loin d'être mouillé jusque sur le sol et donc sa décomposition n'a pas encore commencé.
Donc il est évident que ici, ce foin va jouer sa fonction de protection du sol contre la lumière pour essayer d'étouffer la plupart des herbes. Il va jouer sa fonction de protection contre les chocs des gouttes de pluie et donc la dégradation de la structure du sol. Mais il ne va pas, pour l'instant, beaucoup nourrir les légumes en place et il commence tout juste à nourrir les premiers organismes. Ceux qui vont travailler dans cette matière organique, certes équilibrée, nutritive, mais un peu sèche, vont être sans doute les champignons. Les bactéries suivront au ras du sol. Les vers de terre aussi, sûrement, sont déjà en train de sortir la nuit et vont se choper des brins de paille qui vont entraîner dans leur galerie pour mieux se nourrir. Donc j'imagine que les vers de terre, là-dessous, sont très très heureux. Alors, derrière moi, là, vous voyez des laitues d'hiver hein, et sans doute aussi des scaroles, oui, des scaroles, qui ont passé l'hiver, dont on a récolté l'essentiel, mais dont les plants qui restent sont en train de fleurir pour ce qui est les chicorées et vont bientôt fleurir pour ce qui est des laitues d'hiver. Donc toujours la même chose, production de quelques graines, biodiversité parce que évidemment il y aura bien trop de graines et de semences. Là-bas, ce sont quelques batavias qui ont réchappé aux limaces. Hein. Ce sont les frangines de celles qui auraient dû se développer sur la rangée que je vous ai montré tout à l'heure, issues donc d'un semis en terrine ici dans ces châssis. Bon, ben, je ne sais pas ce que tu en penses, hein. On a encore été trop long. Donc on va s'arrêter là. Je voulais encore parler de la serre, mais je vais faire une petite séquence à part. Et puis je voulais traiter de la question des limaces qui m'a particulièrement préoccupé cette année. Comme vous pouvez le voir au résultat, avec une ou deux astuces, je suis relativement bien passé à travers, mais je n'ai jamais ramassé autant de limaces de ma vie et cela continue. Donc voilà, drôle d'année je dirais, hein, avec ces températures tropicales, même si l'autre boy blondinet là, je crois même qu'il est président maintenant hein, d'un grand pays, ne croit pas au réchauffement climatique. Moi ces choses-là me rappellent furieusement ce que j'ai connu en Afrique. Avec mon insuffisance cardiaque, je le sens. Certains après-midi, je suis infoutu de faire autre chose que de me mettre à l'ombre. Et là, je sens que je commence à dégouliner et qu'il est temps. Voilà, donc une année qui, malgré tout, pour l'instant, est, en ce qui me concerne, plutôt prometteuse, même si j'ai pointé deux ou trois problématiques ou deux ou trois choses qui ne sont pas du tout satisfaisantes. Mais je crois que jusqu'à ma mort, je ne serai jamais entièrement satisfait de ce que je fais. Pour ceux qui ont lu mon livre hein, et qui m'ont envoyé des mails, dans leur très très grande majorité, extrêmement enthousiaste. Donc merci hein, pour ces mails. C'est vrai que quand j'ai écrit ce bouquin un peu à l'arrache au kilomètre, j'étais loin de me douter que 4 mois maintenant, un peu plus de 4 mois après sa sortie, il aura été de façon quasiment constante sur le podium des meilleures ventes d'Amazon. Hein. Donc ce matin j'ai regardé, il était 227e au classement toutes catégories de livres confondus, ce qui est énorme quand on sait que dans ce classement, il y a un ancien président, il y a des Musso, il y a des Ferrand, il y a le pape, il y a Wolleben, etc. Donc des pointures.
Donc je suis très 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 heureux. Alors évidemment, je vous vois venir à quand le tome 2. Bon, du côté de mon éditeur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réserve, hein. Simplement, il va falloir que je m'enferme dans ma chambre, ou plutôt que je trouve une cabane au Canada, où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien du tout dans mon coin, et pour que je puisse me mettre à l'écriture. Je ne sais pas encore par quel bout je vais prendre. Vous êtes nombreux à réclamer un livre, on va dire, pratique, des recettes. Mais comme vous le voyez, chez moi, d'une année sur l'autre, je n'applique pas les mêmes recettes, même si le grand principe est celui que je décris dans le livre actuel, je l'applique. Après, c'est de l'improvisation, c'est de la grande improvisation. Et j'ai un tout petit peu de mal à me faire à l'idée d'écrire un livre de recettes, parce que tout simplement, je ne vois pas quoi écrire. Je rappelle quelque chose que j'ai écrit sur le forum Éconologie. Je suis un très piètre maraîcher, hein, au sens technique maraîchère, connaissance des plantes, connaissance des différentes variétés techniques pointues de préparation des plants, les dates, les ceci, les cela. Je fais du grand n'importe quoi, hein, il faut en être conscient. Simplement, je respecte sans doute plus que beaucoup d'autres la nature, et qui du coup me pardonne l'ensemble de mes conneries. Mais les montagnes de conneries que je fais, 80-90% me sont pardonnés, et par conséquent, j'obtiens des résultats enthousiasmants par ce biais-là. Et je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire ou à écrire. Enfin bref, je réfléchis, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vais essayer dans les jours qui viennent, sur un moment de libre, d'écrire un peu sur les limaces, de tourner un peu sur les limaces, bien que l'essentiel se passe le soir et que c'est un tout petit peu difficile à ce moment-là, sans torche et tout ça. Donc il faudrait qu'on soit une demi-douzaine pour que des gens m'éclairent et compagnie. Je ne sais pas encore comment filmer. Et puis par contre, sur la serre, l'état vue intérieure de la serre, je ne vous l'ai pas dit, je vous mets l'eau à la bouche. Les premières tomates sont mûres, et je vais pouvoir vous expliquer un peu tout ce qui se trouve dans cette serre. Allez, ciao, à une prochaine, très prochainement j'espère, mais si je ne le fais pas, c'est que tout simplement je n'y arrive pas. Ciao.